Bonjour, bienvenue à Donner le pouvoir d'agir à chaque élève. Stratégie d'évaluation équitable pour le personnel enseignant du secondaire 7e à 12e année. Je m'appelle Annick Pinette et je suis la consultante en évaluation au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Je veux commencer la session en reconnaissant respectueusement que Mi'kma'ki, la terre sur laquelle nous travaillons, vivons, apprenons et jouons, est le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par des traités de paix et d'amitié que les peuples Mi'kmaq et Malicite ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Voici une peinture de l'artiste Mi'kmaq néo-écossaise Loretta Gould. Dans le but de rendre cette session aussi engageante que possible, j'y ai intégré des activités interactives. Pour participer pleinement aux activités interactives, vous aurez besoin d'un appareil électronique tel un ordinateur ou un téléphone cellulaire. De plus, si vous avez des questions à la fin de cette session, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Ce serait un plaisir d'y répondre. Comme je l'ai mentionné sur la diapositive précédente, pour participer aux activités interactives, vous aurez besoin d'un appareil électronique. Je vais utiliser cette diapositive pour vous montrer comment nous allons utiliser la technologie. Ici, je vous demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Pour participer à cette activité interactive et partager votre réponse, vous avez deux options. Tout d'abord, vous pouvez utiliser un appareil mobile tel qu'un téléphone cellulaire pour numériser le code QR. Cela vous obligera à installer Jamboard sur votre téléphone si ce n'est pas déjà fait. Une fois que l'application Jamboard est installée, le code QR vous dirigera vers un Jamboard où vous pourrez partager votre réponse. Si vous préférez, vous pouvez taper le lien fourni sous le code QR dans votre navigateur pour participer à partir d'un ordinateur. Vous remarquerez que toutes les diapositives avec des activités ont un symbole de pause en haut à gauche. Pour chaque activité, je lirai là où les questions et je vous dirai quand mettre la vidéo en pause pour aller compléter l'activité. Veuillez noter que toutes les activités sont anonymes et qu'aucune information identifiante n'est collectée. Après avoir complété une activité, vous devrez redémarrer la vidéo pour continuer la session. Il n'est pas obligatoire de compléter les activités interactives dans les Jamboards. Si vous préférez, vous pouvez simplement réfléchir à la meilleure façon de répondre aux questions, puis continuer la présentation. Passons maintenant à cette activité. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Utilisez l'échelle des alpacas. Répondez dans le Jamboard en prenant un jeton de la pile de droite et en le plaçant sur votre réponse. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Commençons la session. Au cours de cette session, vous apprendrez à comprendre les principes d'une évaluation équitable et pourquoi ils sont importants. Vous apprendrez à identifier et traiter les biais dans les pratiques d'évaluation. Vous apprendrez à comprendre pourquoi certaines pratiques de notation favorisent les élèves privilégiés et nuisent aux élèves plus vulnérables. Vous apprendrez à développer des stratégies pour mettre en œuvre des pratiques d'évaluation plus équitables dans votre classe. Comme vous le savez peut-être déjà, une mentalité de croissance est une croyance que bien qu'une personne puisse avoir des difficultés avec certaines compétences au début, elle peut apprendre et s'améliorer avec le temps et des efforts. Une mentalité de croissance donne aux apprenants la capacité d'accepter les défis, d'utiliser les rétroactions, de réessayer, de mettre l'effort nécessaire et de persévérer. Plusieurs croient que la résilience qui se développe avec cette mentalité est essentielle pour réussir de grands accomplissements. En tant que personnes enseignantes, nous voulons que nos élèves continuent à travailler jusqu'à ce qu'ils réussissent. Nous oublions parfois
que cette mentalité est également nécessaire pour nous, les enseignants. Progresser vers des pratiques d'évaluation équitables est un processus d'apprentissage qui se fait tout au long d'un continuum de pratiques. Vous essayerez, vous ferez des erreurs, vous apprendrez et vous devrez prendre le temps nécessaire pour progresser. Le but principal est de progresser. Dans les mots du célèbre Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Qu'est-ce que l'évaluation équitable? Lorsque les pratiques d'évaluation sont équitables et inclusives, chaque élève a plusieurs occasions, sans biais, de montrer ce qu'il sait, ce qu'il comprend et ce qu'il peut faire par rapport aux résultats d'apprentissage du programme d'études. Et cela, peu importe qui l'élève est, ses croyances, son apparence ou les privilèges dont il bénéficie ou auxquels il n'a pas accès. De plus, la politique sur l'évaluation des élèves de la Nouvelle-Écosse indique que l'évaluation équitable doit tenir compte des aspects relatifs à l'accessibilité, à l'équité, à l'inclusion et à la diversité. La politique sur l'évaluation des élèves de la Nouvelle-Écosse nous offre également des principes directeurs. Ceux-ci constituent la base même de l'évaluation des élèves. Il est obligatoire que toutes les évaluations respectent ces principes directeurs. Les évaluations contribuent à l'apprentissage, à la réussite et au bien-être de l'élève. Les évaluations sont valables, fiables et équitables. Les évaluations sont soigneusement planifiées, correspondent à des objectifs bien précis et favorisent l'inclusion scolaire et l'égalité des chances. Les évaluations correspondent aux résultats d'apprentissage visés par le programme, aux approches pédagogiques adoptées et aux besoins individuels de chaque élève sur le plan de l'apprentissage. Les évaluations offrent aux élèves de nombreuses occasions et manières de montrer qu'ils ont compris et savent appliquer les concepts et les compétences se rapportant aux résultats d'apprentissage visés par le programme d'études. Les évaluations fournissent régulièrement des informations sur l'apprentissage des élèves qui ont un sens, qui sont faciles d'accès et qu'on peut communiquer de différentes manières aux parents et aux élèves. Maintenant que nous avons lu les principes directeurs, examinons certains des avantages de l'évaluation équitable. Il en a plusieurs. Tout d'abord, l'évaluation équitable permet à tous les élèves de démontrer leurs compétences, leur habileté et leurs connaissances, ce qui favorise la réussite des élèves. Les pratiques d'évaluation équitable sont inclusives et sensibles aux besoins des élèves. Elles facilitent la différenciation et aident à mieux préparer les élèves pour un monde diversifié. Les pratiques d'évaluation équitable réduisent également les biais en évaluation, ce que nous discuterons un peu plus tard. En plus de ces avantages, les pratiques d'évaluation équitable améliorent la validité et la fiabilité des preuves d'apprentissage que les enseignants recueillent. Cela permet aux enseignants de faire de meilleurs jugements professionnels et de meilleures décisions évaluatives sur l'apprentissage des élèves. Passons maintenant à notre première activité. Il s'agit d'une évaluation diagnostique à 2 questions. Si vous ne vous souvenez pas comment participer aux activités interactives, revenez en arrière dans la vidéo jusqu'à la diapositive sur les alpagas. Question 1. Quel est le but principal de l'évaluation? Le but principal de l'évaluation est-il A. De faciliter la collecte de preuves d'apprentissage, B. D'améliorer l'apprentissage des élèves, C. De déterminer où en sont les élèves dans leurs apprentissages ou D. De déterminer ou calculer une note de bulletin. Répondez dans le Jamboard en prenant un jeton de la pile de droite et en le plaçant sur votre réponse. Question 2. Estimez l'impact de chacune des pratiques d'évaluation listées sur l'apprentissage des élèves. Répondez dans le Jamboard en prenant des jetons de la pile de droite et en les plaçant sur chacune des flèches. Première pratique d'évaluation.
planifier des activités de classe intéressantes pour les élèves. Deuxième pratique, s'assurer que les critères de réussite sont communiqués et bien compris par les élèves. Troisième pratique, fournir régulièrement des rétroactions descriptives pour faire progresser l'apprentissage. Quatrième pratique, donner souvent des tests et des quiz aux élèves. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Regardons les réponses. Question 1. Le but principal de l'évaluation est d'améliorer l'apprentissage des élèves. Question 2. Parmi les 4 pratiques d'évaluation présentées dans cette question, la pratique qui a le plus grand impact sur l'apprentissage est de fournir régulièrement des rétroactions descriptives pour faire progresser l'apprentissage des élèves. La pratique qui a le deuxième plus grand impact sur l'apprentissage est de s'assurer que les critères de réussite sont communiqués et bien compris par les élèves. Planifier des activités de classe intéressantes pour les élèves a un impact limité sur l'apprentissage des élèves. Et enfin, la pratique de donner souvent des évaluations sommatives telles que des tests ou des quiz a très peu d'impact sur l'apprentissage des élèves. Prévenir les biais en évaluation. Regardons cette petite bande dessinée. Dans ce scénario, l'enseignant invite les animaux à grimper l'arbre. Il y a évidemment quelques enjeux associés à cette tâche d'évaluation. Pour le moment, concentrons notre attention sur un seul aspect. Supposons que le résultat d'apprentissage indique que ce qui doit être évalué est la capacité de chaque élève ou animal à atteindre le sommet de l'arbre et que cet enseignant a choisi d'évaluer ce résultat d'apprentissage en demandant aux élèves de grimper l'arbre. En gardant le RAS en tête, est-il raisonnable que la tâche d'évaluation choisie exige que les animaux grimpent l'arbre? Est-il raisonnable de supposer que chacun des animaux a un accès équitable à la tâche d'évaluation ou cette tâche est-elle biaisée? L'arbre n'est certainement pas accessible aux poissons. Si l'objectif d'apprentissage est d'atteindre le sommet de l'arbre, cette tâche d'évaluation est biaisée, car elle suppose que tous les animaux atteindront le sommet de la même façon, en grimpant. Bien que grimper soit la stratégie choisie par l'enseignant pour atteindre le sommet, ce n'est pas nécessairement la façon que certains animaux atteindront le sommet. L'oiseau, par exemple, volerait pour s'y rendre. Cet exemple me rappelle l'importance de regarder et d'analyser les résultats d'apprentissage visés. Essentiellement, cela est la seule façon de déterminer ce qui doit réellement être évalué. Transférons cette même idée à un scénario du monde réel. Un des élèves dans une classe de mathématiques peut expliquer et justifier son raisonnement en relation avec un concept mathématique décrit dans un résultat d'apprentissage. Cependant, ce même élève ne réussit pas bien sur des évaluations sommatives telles que des quiz ou des tests. L'enseignant dit à l'élève qu'il doit apprendre à mieux réussir ses tests et ses quiz s'il veut améliorer sa note. Est-il équitable de ne considérer que ce que l'élève peut écrire sur une feuille de papier en 1 heure comme preuve d'apprentissage valide? La réponse est non. En fait, cette pratique est inéquitable. À moins que le résultat d'apprentissage spécifie que l'élève doit écrire sa réponse sur une feuille de papier, la pratique équitable est d'offrir plusieurs occasions et modes d'évaluation à tous les élèves afin qu'ils puissent démontrer leurs apprentissages. Ce n'est qu'en ayant une variété de preuves d'apprentissage que l'enseignant peut réellement évaluer le rendement de l'élève par rapport aux résultats d'apprentissage. Pour continuer à bâtir notre compréhension de l'évaluation équitable, parlons davantage de biais en évaluation et de l'importance d'exposer et de traiter les biais en évaluation. Tout d'abord, qu'est-ce que le biais en évaluation?
Le biais en évaluation survient lorsque l'évaluation passe plus ou moins à côté de ce qu'elle prétend évaluer ou lorsqu'une stratégie d'évaluation pénalise injustement certains élèves en raison de caractéristiques personnelles qui ne sont pas liées à ce qu'ils savent ou peuvent faire par rapport aux résultats d'apprentissage. Une tâche d'évaluation biaisée suppose que l'élève possède des connaissances spécifiques ou certaines compétences sur un sujet donné qui ne sont pas directement liées aux résultats d'apprentissage. Cela peut conduire l'enseignant à tirer des conclusions erronées ou trompeuses sur les capacités d'un élève. Les facteurs les plus courants qui sont impliqués dans le développement de biais en évaluation sont les facteurs culturels, socio-économiques, linguistiques et liés au genre. Voyons un exemple. Les élèves doivent écrire un texte décrivant une sortie à un parc d'attractions ou à un musée. Comme vous le savez, les musées et les parcs d'attractions coûtent généralement de l'argent. Cette tâche d'évaluation est-elle biaisée? Cette tâche d'évaluation est biaisée, car elle suppose que tous les élèves ont eu l'occasion de visiter l'un de ces endroits. Les élèves moins privilégiés seraient désavantagés. Cette tâche est un exemple de biais socio-économique. Voyons un autre exemple. Une question d'évaluation de mathématiques suppose que les élèves connaissent les cartes à jouer. Cette évaluation est-elle biaisée? Elle l'est. Cette tâche d'évaluation est biaisée, car elle suppose que tous les élèves sont familiers avec les cartes à jouer, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Cette tâche est un exemple de biais culturel. Un dernier exemple. Un élève nouvellement arrivé en Nouvelle-Écosse ne connaît ni le français ni l'anglais. On demande à l'élève de lire un article de journal et d'écrire un résumé du concept politique décrit dans l'article. Cette évaluation est-elle biaisée? Oui, cette tâche d'évaluation est biaisée, car l'élève ne possède pas les compétences linguistiques nécessaires pour comprendre le langage technique de l'article. Cette tâche est un exemple de biais linguistique. C'est le temps pour une deuxième activité. Il s'agit d'une activité d'association à une seule question. Associez chaque tâche d'évaluation à gauche à son type de biais correspondant à droite. Répondez dans le Jamboard en traçant des lignes pour connecter les types de biais à la tâche correspondante. Vous pouvez utiliser l'outil de dessin du Jamboard montré pour tracer vos lignes. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Regardons les réponses. Demandez aux élèves d'analyser un poème écrit par un poète célèbre d'une culture spécifique est un exemple de biais culturel. Demandez aux élèves qui apprennent le français comme langue additionnelle de rédiger un rapport d'expérience scientifique sans appui langagière, tel qu'un dictionnaire de traduction, est un exemple de biais linguistique. Demandez aux élèves de rédiger un texte comparant exclusivement des personnages masculins est un exemple de biais lié au genre. Demandez aux élèves de résoudre un problème mathématique nécessitant une compréhension de ce qu'est un ascenseur est un exemple de biais socio-économique. Celle-ci suppose que tous les élèves ont déjà monté sur un ascenseur et il est important à constater que plusieurs régions rurales n'ont pas de bâtiments avec des ascenseurs. En tant qu'enseignant, comment pouvons-nous prévenir les biais en évaluation? Voici quelques suggestions. Tenez compte de chacun des élèves dans votre classe. Évaluez vos évaluations avant de les utiliser afin de détecter les biais et les éliminer. Vous pourrez faire ceci en évitant de poser des questions qui supposent une connaissance particulière d'un contexte culturel spécifique, par exemple les cartes à jouer, des ascenseurs, etc., et en évitant d'utiliser des expressions ou des dictons qui pourraient ne pas être familiers à tous les élèves. Fournissez le contexte, des visuels, des exemples ou des explications pour assurer
que les élèves comprennent clairement les attentes. Créer des objectifs d'apprentissage clairs et bien définis, des critères de réussite ou des grilles d'évaluation pour diminuer les chances que votre notation soit affectée par des biais. Offrez diverses options aux élèves. C'est important qu'ils aient une voix et des choix. Assurez-vous d'offrir une variété de points de vue aux élèves afin d'être sensible à la diversité. Et finalement, utilisez un langage inclusif. Pour faire suite à l'activité précédente, essayons d'adapter une tâche biaisée, d'éliminer le biais et de la réécrire en une tâche plus équitable. En gardant à l'esprit les recommandations de la diapositive précédente, réécrivez l'une des tâches d'évaluation listées pour éliminer le biais. Répondez en ajoutant votre tâche réécrite au Jamboard dans un pense-bête. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Regardons une réponse possible. Pour la première tâche listée, au lieu de demander aux élèves d'analyser un poème d'un poète célèbre d'une culture spécifique, l'enseignant pourrait demander aux élèves de choisir un poème parmi une riche variété de poèmes, avec chaque poème étant écrit par un poète célèbre d'une différente culture. Ceci permettra aux élèves de choisir un poème qui les rejoint le mieux. Ensuite, l'enseignant invite les élèves à analyser le poème. En utilisant des critères de réussite qu'ils ont co-créés avec l'enseignant au préalable, les élèves se sont fait une idée claire des caractéristiques d'une analyse approfondie d'un poème. Lorsqu'ils travaillent, l'enseignant circule et offre des rétroactions aux élèves et leur fournit suffisamment de temps pour atteindre l'objectif d'apprentissage d'analyser un poème. Évaluation équitable. Trouvez le temps. Dans les salles de classe d'aujourd'hui, le point de départ est rarement le même pour tous les élèves. Certains nous arrivent avec des connaissances antérieures et des compétences développées, tandis que d'autres nécessitent plus d'appui, d'accompagnement, de temps ou d'adaptation. Les pratiques d'évaluation équitable fournissent aux élèves le soutien dont ils ont besoin pour apprendre et progresser. Elles ne pénalisent pas les élèves en fonction de leur point de départ. En fait, peu importe d'où les élèves partent, les pratiques d'évaluation équitable, telles que les rétroactions régulières et en continu, visent à aider chaque élève vers la ligne d'arrivée. Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, mettre en œuvre des pratiques d'évaluation équitable, telles que fournir des rétroactions, nécessite souvent que les enseignants structurent leur journée d'école un peu différemment. Selon moi, plusieurs enseignants du secondaire et de l'intermédiaire ne sont pas toujours formés de la même façon que les enseignants du primaire pour accomplir cette tâche. Plusieurs me disent qu'ils voudraient en apprendre davantage au sujet des stratégies d'organisation qui leur permettraient de se libérer pour parler avec leurs élèves ou pour les observer lorsqu'ils s'exercent. Nous allons examiner quelques stratégies qui pourraient aider le personnel enseignant à libérer du temps pour des conversations et des observations. Pour la plupart des enseignants, il y a essentiellement 4 différentes possibilités. Première possibilité, tous les élèves travaillent de façon autonome sur une tâche commune. Dans ce scénario, l'enseignant peut rencontrer un ou plusieurs élèves à la fois pour avoir des conversations. Deuxième possibilité, l'enseignant crée des stations avec des différentes tâches et une des stations consiste en une rencontre avec l'enseignante. Troisième possibilité, l'apprentissage par projet, où l'enseignant circule et a l'occasion d'observer et de parler avec ses élèves. Et une dernière possibilité est d'établir une classe inversée, où les élèves reçoivent l'enseignement à la maison sous forme de vidéos ou d'activités et ils effectuent les exercices et accomplissent leur travail en classe. Je vais brièvement discuter comment un enseignant pourrait élaborer des stations. Une pratique de plus en plus populaire dans les écoles intermédiaires et secondaires est de créer des stations
et de demander aux élèves de se déplacer d'une station à une autre. Les stations ne sont pas conçues pour l'enseignement de nouveaux concepts, mais plutôt elles sont efficaces pour permettre aux élèves de s'exercer, de pratiquer leurs compétences, de réviser et d'améliorer leurs apprentissages. Les stations peuvent varier, allant de tâches en position assise à des activités plutôt kinesthésiques. Quelle que soit la forme, le but est de diversifier les stations et d'offrir des occasions aux élèves de travailler en petits groupes pour de courtes périodes de temps. Lorsque les stations sont mises en place dès le début de l'année scolaire et fonctionnent bien, elles peuvent être un moyen efficace de créer des moments pour rencontrer les élèves. En créant une station avec l'enseignant, celui-ci peut rencontrer des élèves individuellement ou en petits groupes. Dans l'exemple montré dans l'image, les élèves se déplacent d'une station technologique à une station de pratique collaborative, à une station de pratique indépendante et finalement vers une station avec l'enseignant. La station avec l'enseignant peut être utilisée pour offrir un enseignement en petits groupes, fournir du soutien aux élèves ayant des défis similaires ou pour évaluer les élèves. Regardons un exemple. Cette configuration de rotation des stations a été créée pour une classe de sciences 10e année. Dans cet exemple, l'enseignante a organisé les élèves en petits groupes en fonction de leurs forces et leurs besoins. Si vous regardez le calendrier de rotation, les groupes nécessitant plus de soutien rencontrent l'enseignant pendant 20 minutes chaque jour, tandis que les groupes nécessitant moins d'appui rencontrent l'enseignant une fois tous les 3 jours. Dans ce scénario, tous les groupes ont l'occasion de visiter chaque station au moins une fois, avec certains groupes visitant la même station 2 fois. Il y a un total de 8 stations et 9 blocs différents dans l'horaire pour permettre des variations entre les groupes. Cette configuration offre aux élèves du temps pour s'exercer, approfondir leurs connaissances et réviser. Elle permet également à l'enseignante de fournir des rétroactions et de recueillir des preuves d'apprentissage par conversation ou observation à la station avec l'enseignante. À travers mes conversations avec des enseignants, plusieurs m'ont exprimé qu'ils ont des défis à trouver le temps pour recueillir et documenter des preuves d'apprentissage provenant de conversations et d'observations. Lorsque cette question m'est posée, ma première réponse est généralement que la solution est unique à chacun. Ce qui fonctionne pour un enseignant ne fonctionnera pas nécessairement pour un autre. Il existe de nombreuses stratégies pour documenter les preuves provenant d'observations et de conversations. J'encourage tous les enseignants à faire des recherches pour trouver ce qui pourrait leur convenir le mieux. Quand je parle à des enseignants qui réussissent bien à noter leurs observations et à évaluer leurs élèves à l'oral, la plupart me disent qu'ils aiment cela parce que cela a considérablement réduit le nombre d'heures qu'ils passent à corriger des travaux. J'ai quand même quelques petites recommandations à vous offrir. Premièrement, impliquez vos élèves. Lorsque les élèves sont invités à identifier comment ils ont atteint les critères de réussite et à vous fournir des preuves de leurs apprentissages, ils participent activement dans le processus. Vous pouvez commencer en demandant aux élèves de simplement vous expliquer ce qu'ils ont appris ou de vous montrer ce qu'ils peuvent faire. Sur le sujet de la documentation des preuves, les portfolios créés par les élèves sont une option très intéressante. À l'ère de l'intelligence artificielle, plusieurs enseignants expriment qu'ils veulent voir le progrès au fur et à mesure pour confirmer que ce sont réellement les élèves qui ont fait le travail. Un portfolio d'apprentissage permet aux élèves de montrer comment leur apprentissage a progressé. Avec la technologie d'aujourd'hui, cela est plus facile que jamais. Par exemple, Google Classroom et Google Disc permettent aux enseignants de demander aux élèves d'enregistrer des vidéos d'eux-mêmes expliquant un concept, d'ajouter des photos de leur projet à différentes étapes, de réfléchir sur leurs apprentissages, et ceux-ci ne sont que quelques exemples. Un autre exemple, j'ai rencontré un enseignant qui utilisait des étiquettes d'adresses adhésives précoupées, comme celle de Avery. M. Cormier, un enseignant fictif,
imprimait 3 titres et un début de phrase sur chaque étiquette. Les titres étaient le nom, la date, la classe et le début de la phrase était « Aujourd'hui, j'ai montré à M. Cormier ». Chaque fois qu'un élève lui montrait qu'il avait progressé par rapport aux critères de réussite, M. Cormier confirmait le progrès par une conversation ou une observation, fournissait des rétroactions sur la prochaine étape et donnait une étiquette vide à l'élève. L'élève devait ensuite remplir l'étiquette et la retourner à M. Cormier. M. Cormier avait un cahier de notes en ordre alphabétique avec une page pour chaque élève. À la fin de sa journée scolaire, il collait les étiquettes remplies que les élèves lui avaient remis dans le cahier de notes organisé et contenant la page pour chaque élève, puis il ajoutait les détails supplémentaires qu'il voulait ajouter. Cela lui fournissait un registre en continu des progrès de chaque élève. La plupart des élèves aimaient remplir l'étiquette par eux-mêmes, puisqu'elle encourageait les élèves à viser la prochaine étape et à s'exercer jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif d'apprentissage. Je vous ai seulement décrit 2 exemples. Il y en a beaucoup d'autres. J'encourage les enseignants à chercher ce qui fonctionne pour eux dans les cours qu'ils enseignent. Avec un peu de réflexion sur comment faire certaines choses différemment et en élaborant un plan et en s'exerçant, se fixer un but de recueillir et documenter des preuves d'apprentissage provenant de conversations et d'observations est réalisable pour tout enseignant. Pratique d'évaluation équitable. Lors de cette session, nous allons nous concentrer sur 4 pratiques essentielles pour l'équité. Pratique 1. Créer un climat d'apprentissage positif. Un climat d'apprentissage qui est propice à l'apprentissage et aux pratiques évaluatives équitables est axé sur l'apprentissage, respectueux et sensible aux besoins des élèves, inclusif pour tous les apprenants. De plus, c'est un milieu où les erreurs sont vues comme des occasions pour s'améliorer et où on entend les voix des élèves autant que celles de l'enseignant. Pratique 2. Triangulation des preuves d'apprentissage. Dans leur livre intitulé Assessing Student Learning by Design, Jay McTighe et Stephen Ferrara expliquent que dans le contexte de l'évaluation, une seule évaluation est comme une photo, car elle fournit une image de l'apprentissage de l'élève à un seul moment précis. Contrairement à une seule photo, un album de photos contient habituellement plusieurs photos prises au fil du temps et dans divers contextes. Dans son ensemble, l'album présente une image beaucoup plus représentative et révélatrice d'un individu qu'une seule photo. Cette image, copiée du document d'appui 2.1b de la grille d'évolution des principes de notation, est intitulée Triangulation des preuves d'apprentissage. Elle offre aux enseignants des exemples de tâches qui permettent aux élèves d'agir, de parler et d'écrire au sujet de leurs apprentissages. À travers mes discussions avec des enseignants d'écoles intermédiaires et secondaires, j'ai constaté que la plupart se sentent beaucoup plus à l'aise à noter des productions. Puisque les produits sont des preuves tangibles, il me semble que ces enseignants se sentent en sécurité lorsqu'ils ont des preuves concrètes à noter. Cependant, comme l'indique la politique sur l'évaluation des élèves de la Nouvelle-Écosse, il est essentiel d'offrir de nombreuses occasions et manières de montrer qu'ils ont compris et savent appliquer les concepts et les compétences pour évaluer l'apprentissage des élèves. Comme le dit Damien Cooper dans son livre intitulé Rebooting Assessment, A Practical Guide for Balancing Conversations, Performances and Products, l'évaluation par conversation et par observation est nécessaire lorsque les résultats d'apprentissage impliquent des compétences et des habiletés. En fait, il dit qu'elle est essentielle. Dans son livre, Cooper explique également que lorsqu'on invite les élèves à expliquer un concept avec clarté, de justifier leur raisonnement ou de répondre à des questions de type « qu'arriverait-il si », ils doivent s'appuyer sur leur connaissance et leur compréhension pour réfléchir rapidement, improviser
et synthétiser leurs idées de manière fluide et spontanée. Il affirme que pour cette raison, utiliser des conversations pour évaluer l'apprentissage de l'élève est une excellente façon de déterminer à quel point il comprend les concepts complexes. De plus, il dit que les évaluations les plus révélatrices se produisent souvent lorsqu'on pose de bonnes questions aux élèves. Qu'est-ce qu'une bonne question? Pour aider les enseignants à poser de bonnes questions à leurs élèves, j'ai créé quelques listes de démarreurs de questions pour les aider. Bien que plusieurs de ces questions peuvent être utilisées à des fins diverses, je les ai regroupées en 3 catégories principales. Première catégorie, questions qui aideront les enseignants à s'assurer que l'élève a complété le travail lui-même. Deuxième, questions pour évaluer la profondeur de la compréhension de l'élève. Et troisième, questions pour déterminer si l'élève atteint le résultat d'apprentissage avec cohérence. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour lire les questions ou pour prendre une photo de ce tableau pour vos dossiers. C'est le temps pour notre prochaine activité. Il s'agit d'une seule question à choix multiples. Les conversations et les observations A. Sont des sources valides d'informations sur le rendement des élèves des niveaux intermédiaires et secondaires. B. Ne sont nécessaires que pour les élèves ayant des adaptations ou des PPI. C. Ne devraient être utilisés que pour valider les preuves recueillies à partir des évaluations sommatives écrites. D. Ne sont requises que lorsque l'évaluation de performance, comme les cours de théâtre, d'éducation physique ou de musique. E. Sont essentielles à tous les niveaux scolaires et dans toutes les matières. Répondez dans le Jamboard en prenant des jetons de la pile de droite et en les plaçant sur les bonnes réponses. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Regardons les réponses. Les conversations et les observations sont A. Des sources valides d'informations sur le rendement des élèves des niveaux intermédiaires et secondaires et E. Sont essentielles à tous les niveaux scolaires et dans toutes les matières. Pratique 3. Fournir des rétroactions pertinentes et efficaces. Les rétroactions doivent être efficaces pour permettre aux élèves de s'améliorer. Pour être efficace, une rétroaction doit provoquer une réaction positive et productive qui améliore la compréhension ou qui permet aux élèves de peaufiner leurs compétences. Fournir des rétroactions efficaces signifie beaucoup plus que tout simplement les transmettre aux élèves. Pour être efficaces, les élèves doivent les utiliser pour en faire quelque chose. Les recherches démontrent que l'efficacité des rétroactions est rehaussée lorsque l'enseignant crée intentionnellement des structures qui permettent aux élèves de comprendre la nécessité de la rétroaction, d'apprendre comment s'y prendre pour s'améliorer et d'utiliser les occasions et le temps offerts pour se servir des rétroactions fournies de manière efficace. L'efficacité des rétroactions est également rehaussée lorsque l'enseignant est sensible à la culture des élèves, croit au potentiel de chaque élève et choisit des stratégies de rétroaction adaptées aux élèves. Également, la rétroaction est plus efficace lorsqu'elle est axée sur l'apprentissage ou la manifestation de celle-ci plutôt que sur l'élève lui-même. Et finalement, lorsqu'on met l'accent sur la rétroaction plutôt que sur les scores ou la note. Les élèves sont également plus susceptibles d'agir lorsque la rétroaction est réalisable, personnalisée, offerte en temps opportun et de façon continue, axée sur les objectifs d'apprentissage et gérable et à la portée de l'élève. En tant qu'enseignant, pour déterminer si vos stratégies de rétroaction sont efficaces, vous devriez uniquement les évaluer selon la qualité des réactions qu'elles provoquent chez les élèves. C'est-à-dire que si vos élèves n'utilisent pas vos rétroactions et ne s'améliorent pas en conséquence, vos stratégies ne sont pas suffisamment efficaces.
Pour assurer que leurs stratégies de rétroaction sont efficaces, j'encourage les enseignants à créer des structures de classe qui exigent les élèves à aller réviser les critères de réussite, comparer leur travail aux critères et à des exemplaires, et à agir en fonction de leur rétroaction. L'utilisation des rétroactions par les élèves est essentielle pour faire progresser l'apprentissage. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les stratégies de rétroaction efficaces, veuillez consulter le document d'appui intitulé 3.1 « Fournir des rétroactions pertinentes et efficaces » de la grille d'évolution des principes de notation. Je parlerai davantage de la grille un peu plus tard dans cette session. Bien que nous parlions normalement des rétroactions et des critères de réussite comme deux pratiques distinctes, elles sont étroitement liées. En fait, les rétroactions jouent un rôle essentiel en aidant à réduire l'écart entre le niveau actuel de l'élève et où l'élève doit aller pour atteindre les critères de réussite. La quatrième et dernière pratique d'évaluation équitable que nous examinerons aujourd'hui consiste à assurer que les élèves comprennent les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Pour fournir une évaluation équitable et sensible aux besoins des élèves, il est important que les élèves comprennent où ils vont et quel est l'objectif d'apprentissage. Il est essentiel de clairement définir les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Ceux-ci définissent clairement les attentes, guident l'enseignement et assurent une transparence dans les attentes, tant pour les élèves que pour l'enseignant. Essentiellement, tous établissent une compréhension commune de ce à quoi ressemble la réussite. Plus précisément, les objectifs d'apprentissage sont des énoncés dérivés des résultats d'apprentissage des programmes d'études. Ils servent à clarifier les compétences, les connaissances et la compréhension que les élèves doivent apprendre et pouvoir démontrer. Les critères de réussite proviennent de la décomposition des objectifs d'apprentissage en éléments mesurables et réalisables. Les critères de réussite de haute qualité clarifient ce que les élèves doivent savoir et être capables de faire afin de démontrer qu'ils ont parvenu à atteindre un objectif d'apprentissage. Ils sont ce qui rend les objectifs d'apprentissage tangibles tant pour l'enseignant que pour les élèves. Jetons maintenant un coup d'œil à cette analogie. Je l'appelle l'analogie du sandwich. Dans ce scénario, j'utilise des visuels pour vous aider à définir les différents niveaux de réussite. La question: quels sont les critères de réussite d'un sandwich de niveau 4 approfondi? Un excellent sandwich pourrait contenir des ingrédients de tous les groupes alimentaires du guide alimentaire, avoir plus d'ingrédients d'un groupe alimentaire que d'un autre pour respecter les proportions du guide alimentaire, pourrait contenir des ingrédients plus nutritifs, c'est-à-dire contenir une plus grande teneur en nutriments, pourrait utiliser des ingrédients de meilleure qualité, comme des aliments moins transformés, tels que des poitrines de poulet grillées maison ou du pain fait avec des grains entiers et des graines de lin. En vous montrant une image d'un sandwich de niveau 4, était-il plus facile pour vous de déterminer ce qui fait un excellent sandwich ou un sandwich de niveau 4? Pourriez-vous utiliser l'image pour comparer votre sandwich à un excellent sandwich? Vous avez probablement répondu oui. Ceci est aussi vrai pour les élèves. Les exemplaires et les exemples visuels sont d'excellents moyens pour aider les élèves à se faire une idée claire de ce à quoi ressemble la réussite. En tant qu'enseignant, il est important d'aider nos élèves à bien comprendre les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Voici quelques suggestions pour vous aider. Modéliser, enseigner, réenseigner et clarifier les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite souvent et au besoin. Autant que possible, impliquez les élèves dans la co-création des critères de réussite. Ne fournissez jamais simplement une copie des critères de réussite ou d'une grille d'évaluation aux élèves sans prendre le temps de la clarifier. Encouragez les élèves à comparer leur travail aux critères de réussite et à s'auto-évaluer.
Utilisez des exemplaires et des visuels pour clarifier les attentes et démystifier les critères de réussite. En vous montrant les images de sandwich à la diapo précédente, il était plus facile pour vous de déterminer ce qui fait un excellent sandwich, n'est-ce pas? Cela fonctionne pour les élèves aussi. Concevez des activités permettant aux élèves de bien comprendre les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Par exemple, des exemplaires de travaux, des contre-exemples. Aussi, posez-leur des questions. Pourquoi est-ce un 3 et non un 4? C'est ici que les rétroactions entrent en jeu. Faites référence aux objectifs d'apprentissage et aux critères de réussite régulièrement lorsque les élèves pratiquent et lorsque vous leur fournissez des rétroactions. Utilisez le langage des objectifs d'apprentissage et des critères de réussite établis lorsque vous fournissez vos rétroactions aux élèves. C'est le temps pour notre dernière activité. Il s'agit d'une appréciation à 2 questions. Question 1. En tant qu'enseignant, comment pouvez-vous déterminer si vos stratégies de rétroaction sont efficaces? A. En regardant comment la plupart de mes élèves se débrouillent. B. En m'assurant de fournir des rétroactions réalisables, personnalisées, offertes en temps opportun et de façon continue, axées sur les objectifs d'apprentissage et gérables et à la portée des élèves. C. En croyant au potentiel de chacun de mes élèves. D. En déterminant si mes élèves l'utilisent et en font quelque chose. Répondez dans le Jamboard en plaçant un jeton sur la meilleure réponse. Celle-ci est une question d'auto-évaluation. Question 2. Évaluez-vous selon chacun des critères de réussite en utilisant l'échelle à 4 niveaux. Premier critère de réussite. Je peux définir exemplaires et comment ils peuvent m'aider à assurer que mes élèves comprennent ce à quoi ressemble la réussite. Deuxième critère de réussite. Je peux utiliser le langage des critères de réussite dans mes rétroactions. Répondez en plaçant un jeton sur la flèche de l'échelle. Pour réaliser l'activité, veuillez mettre la vidéo en pause maintenant. Regardons les réponses. En tant qu'enseignant, vous pouvez déterminer si vos stratégies de rétroaction sont efficaces en déterminant si vos élèves utilisent vos rétroactions et en font quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a permis de progresser dans votre parcours vers des pratiques évaluatives plus équitables. Pour en savoir plus sur les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite, veuillez rester à l'affût du site de la grille d'évolution des principes de notation pour le document d'appui 1.2 intitulé « Objectifs d'apprentissage et critères de réussite ». Celui-ci sera publié plus tard cet été. Pour récapituler, pendant cette session, vous avez appris davantage au sujet de ces 4 pratiques clés en évaluation équitable. Comme prochaine étape, j'encourage tout le personnel enseignant à consulter la grille d'évolution des principes de notation. La grille a été élaborée par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse en collaboration avec les Centres régionaux pour l'éducation et le CSAP pour soutenir les enseignants avec la mise en œuvre de la politique sur l'évaluation des élèves et la politique sur l'éducation inclusive. Plus précisément, la grille a été conçue pour aider les enseignants à progresser vers des pratiques d'évaluation et de notation plus équitables et inclusives. Elle est principalement à l'intention des enseignants qui utilisent le cahier de notes de PowerTeacher Pro et permet aux enseignants de réfléchir et de se situer le long d'un continuum de pratiques. Vous pouvez consulter la grille en numérisant le code QR à droite ou en vous rendant dans la section « Informations pour les enseignants » du site Curriculum du ministère à l'adresse https://curriculum.novascotia.ca/fr/informations pour les enseignants et en consultant la section des ressources d'évaluation. Je vous remercie d'avoir participé à cette session.
N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel si vous avez des questions.